Moi, je vais peut-être commencer. J'ai le micro le plus proche de la bouche. C'était stratégique. Moi, bizarrement, c'est le côté, c'est l'histoire du Moyen-Âge qui me raccroche à Wikipédia. Quand j'étais petit, mon père me parlait tout le temps de Pic de la Mirandole, qui à l'époque était réputé connaître tout le savoir de son époque. Donc ça, c'est au Quattrocento, si je ne me trompe pas. Et ça m'a tellement marqué que moi, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Et c'est pas possible de nos jours. On a arrêté de... Je crois que la dernière tentative de catalogage complet de la connaissance, c'est un livre que j'ai chez moi, il s'appelle 1 million de faits, qui est un annuaire comme ça, qui date de 1829, préfacé par Arago. C'est la classe. Je te le prêterai si tu veux. Avec plaisir. Et il faut des bonnes lunettes, c'est écrit tout petit, sur papier Bible. Et je crois qu'après, il n'y en a pas vraiment eu, parce que c'est plus possible, l'explosion des sciences ayant fait ayant eu lieu au 19e siècle et ensuite. Donc quand je suis tombé sur Wikipédia, moi, on va dire sur le tard, en 2003, environ, j'ai eu l'impression de retrouver ce bouquin et Pic de la Mirandole lui-même avec tout, on pouvait tout mettre dedans. Et c'est qu'après que j'ai commencé à écrire de la SF en fait. En fait, Wikipédia, pour toi, c'est l'homme de la Renaissance. C'est celui qui sait tout. Voilà. Et au moins qui a une idée sur tout. Comme historien des sciences et des techniques, j'ai tout de suite plutôt tendance à revenir justement à l'histoire des encyclopédies, qui est assez vieille en fait. Il y a déjà eu des tentatives encyclopédiques, celle de Pline l'Ancien dès l'Antiquité. Au Moyen-Âge, les moines composaient parfois des encyclopédies. Mais évidemment, ce n'est pas un hasard si la science-fiction et les encyclopédies se rencontrent essentiellement au début des temps modernes, au XVIIe ou XVIIIe siècle, parce que c'était une des ambitions de cette période que de commencer à cataloguer, inventorier tout. Y compris des choses qui justement avaient été considérées comme moins nobles auparavant, comme les métiers, les pratiques artisanales, les sciences. Ça donne éventuellement naissance à l'encyclopédie Diderot et compagnie en France. Mais en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg qui surnage à l'époque d'une série d'encyclopédies, l'encyclopédie méthodique, des dictionnaires en anglais, en français, en d'autres langues. Et quelque part, je pense que la science-fiction est un peu l'héritière de ce mouvement du XVIIe, XVIIIe siècle, cette aspiration effectivement à une sorte de connaissance totale, et qui a reflété aussi au milieu du XXe siècle des tentatives d'essayer d'organiser avec de nouvelles techniques, ou avec de nouvelles techniques justement cette explosion de la connaissance depuis le XVIIIe siècle. Alors il y a eu en Belgique le Mundaneum, je ne me souviens plus quel visionnaire, mais qui travaillait beaucoup avec des systèmes de catalogue de cartes qu'on pouvait référencer mutuellement. Il y a eu la vision de Vannevar Bush en 1945, le MEMEX, qui est à base de microfilms et d'appareillage, allait pouvoir indexer les connaissances avec... là, on était à la pointe de la technologie de l'époque. Et quelque part, Internet, quand c'est arrivé, a parfois justement été comparé à ce rêve du MEMEX de Bush. Mais en même temps, le Wikipédia a matérialisé cela de façon beaucoup plus précise. Alors qu'Internet, lorsque la toile est arrivée avec ses liens mutuels, le Wikipédia, elle, s'est focalisée sur justement la connaissance en principe fiable et a résolu le problème d'avoir la taille de l'équipe nécessaire pour faire cela en se tournant vers tout le monde. C'est quelque chose qui, justement, en science-fiction, moi, je ne l'ai pas vu très souvent. Asimov avait imaginé une planète d'encyclopédistes, mais bon, c'était quand même une petite colonie. Et dans d'autres domaines, dans d'autres œuvres, on ne voit pas nécessairement cette délégation générale. Je me souviens, je pense aussi d'un autre projet d'encyclopédie totale dans les romans de Gordon Dixon, mais là aussi, c'est quand même une relativement petite équipe. Il reste un peu l'idée qu'il faut une autorité supérieure, centrale, hiérarchique, organisatrice. Et la décision de lancer Wikipédia est
correspond à la fois aux utopies libertaires qui remontent aux années 70 en matière et qui ont beaucoup influencé Internet. Mais ça c'est quand même c'était quand même une démarche radicale. Amélie Tchak-Valgren, en fait, Wikipédia sous sa forme actuelle, c'est pas la base de Wikipédia. Est-ce que vous pouvez nous parler de Nupedia ? Alors, ça va paraître peut-être un peu curieux, mais à l'origine de Wikipédia, il y a une petite phrase qui rappelle énormément une profession de foi et que je vais citer de façon très imparfaite. Imaginez un monde où chacun aurait accès à la totalité du savoir humain. Oh non, pardon, aurait librement accès à la totalité du savoir humain. Alors, c'est absolument génial. Et le principe, c'est que c'est impossible. On n'y parviendra jamais, mais ça n'empêche pas d'essayer. Et énormément de mes amis contributeurs sont touchés par cette phrase et tentent finalement de la rendre réelle. Après, je ne sais pas si c'est le sens de ta question. Totalement. En fait, d'après mes recherches sur le sujet, Wikipédia, quelque part, c'est un ricochet d'une intention qui était différente. Les deux fondateurs avaient comme projet de faire une encyclopédie qui serait alimentée par des gens entre guillemets sérieux et entre guillemets légitimes. Donc exclusivement des scientifiques, des docteurs en littérature, dans toutes les sciences diverses et variées. Et puis pendant qu'ils préparaient ce projet qui s'appelait Nupedia, l'idée est venue, je ne sais pas comment par contre, et c'est là que j'aurais peut-être pu trouver l'information chez toi, du coup l'idée est venue que pour rire en attendant que ça s'étoffe, le gros machin Nupedia sérieux, et on allait ouvrir le site à tout le monde. On allait demander à la soupe mentale de l'humanité, à la noosphère de l'humanité, de prendre en charge la rédaction des articles, tout en respectant trois critères très très importants que tu vas nous citer, peut-être. Oula. En fait, je suis abonnée aux questions pièges. Non, mais je souhaitais revenir un peu sur la création de Wikipédia. Vous avez vu passer dans le diaporama les noms des deux fondateurs, à savoir Larry Sanger et Jimmy Wales. Et je ne sais pas si vous avez fait attention en comparant les photos, ils n'ont pas du tout le même profil. Et l'histoire de la contribution à Wikipédia répète quelque peu finalement cette genèse. On a donc une alliance entre une personne qui se présente très bien et qui a les sous, donc en l'occurrence Jimmy Wales, et une personne qui physiquement présente beaucoup moins bien, mais qui a des compétences techniques exceptionnelles. Il s'agit de Larry Sanger. Et donc c'est Larry Sanger qui souhaitait que que le projet Nupedia soit effectivement orienté, au niveau de la contribution, ouvert uniquement à des personnes titulaires de diplômes justifiant de connaissances. Voilà. Là, on le voit bien. Hein. Oui. Donc Jimmy Wales, à l'origine, était trader et a souhaité, grâce à l'argent qu'il avait récupéré en tant que trader, lancer Wikipédia, donc lancer un projet qui soit plus, je n'arrive pas à trouver le mot qui... Plus shiny, plus porteur de... Oui, c'est pas le mot charitable que je cherchais, mais... Plus éthique Non, c'est pas celui-là non plus, désolée, ça reviendra. Mais là où c'est assez triste, c'est qu'on a une répétition d'un schéma où la personne qui a les compétences techniques va être plus ou moins exploitée par la personne qui a l'argent. Et ça va se retrouver dans toute l'histoire de Wikipédia. Ça va se retrouver dans toute l'histoire de l'humanité, tu sais. Hélas. Oui. Mais c'est vrai que sur Wikipédia, c'est... Voilà, la personne à qui va ma sympathie, je pense que c'est assez transparent. Pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en